Donc, nous allons commencer cette nouvelle partie concernant la prévention. Donc, 4 intervenants. On commence par Cindy Prudhomme sur les définitions de la prévention en matière de violence sexuelle. Et Cindy Prudhomme est psychologue clinicienne. Au CRIAV, sera rattachée au service d'urgence psychiatrique du CHU de la Péronie à Montpellier. Merci. À vous pour 10 minutes. Donc merci de m'avoir donné la parole aujourd'hui sur cette question qui est extrêmement importante, en tout cas pour moi. Donc déjà depuis quelques années, depuis pas mal d'années, depuis mes débuts même. Alors, excusez-moi, mais non, c'est de l'autre côté. Donc depuis quelques années déjà au CRIAVS, donc depuis une bonne dizaine d'années. Donc c'était un sujet sur lequel je me suis penchée pratiquement tout de suite, dès mon arrivée. C'est quelque chose qui m'interpellait réellement. Donc dans le sens où j'ai rencontré de nombreux professionnels qui m'ont demandé d'emblée, en tout cas, qui me disaient « mais moi j'aimerais faire de la prévention, je sais que c'est important, mais je ne sais pas comment faire ». Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par quel bout le prendre, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'outils. Bon, je me suis dit, c'est étrange, il me semblait qu'il y en avait en tout cas. Donc je me suis penchée plus sur cette question. Donc c'est vrai que vous avez vu, et je suis contente d'être là et d'avoir entendu un petit peu tout ce qui s'est dit ce matin, et tout ce qui va se dire encore cet après-midi et demain, parce que pour moi, la prévention, elle est réellement là. Elle est dans ce qu'on fait aujourd'hui et demain, et ce que vous allez la trouver. Et si on l'entend bien et on fait une synthèse, c'est cette synthèse-là qui va représenter, qui représente en tout cas pour moi, la prévention. Donc, moi, on m'a donné la parole, donc on m'a dit, en effet, à un moment donné, de donner mon point de vue, et c'est ce que je vais faire. Donc, évidemment, il n'appartient qu'à moi, et je vais essayer de le partager, en tout cas avec vous. Et voilà. Excusez-moi. Donc en effet, les violences sexuelles, on a pu s'apercevoir qu'elles n'appartenaient pas à un champ, mais à plusieurs. Donc c'est ce qui complexifie aussi le sujet, et en tout cas le fait de définir cette prévention des violences sexuelles. Donc en tout cas, elle est qualifiée d'enjeu de santé majeur, de défi planétaire. Donc on accorde tous l'intérêt, en tout cas, à la prévention. Du moins, il me semble. Mais pourquoi donc ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça reste compliqué de mettre en place des projets de prévention? En effet, il n'existe pas de réelle définition, en tout cas, de la prévention des violences sexuelles. Donc, en tout cas, aucune qui ne fasse consensus. Donc, toutefois, un certain nombre de professionnels, en tout cas, essayent de s'en saisir, essayent de saisir de cette question, puisqu'ils ont repéré l'intérêt, sauf je pense qu'on est un peu à côté. Je ne sais pas s'il y a mieux, en tout cas pour dire, je vais essayer d'exprimer ce que je veux vous expliquer. Tout le monde tente en tout cas de travailler autour de la seule définition qu'on ait, c'est-à-dire celle de l'OMS principalement. Donc la définition généraliste de l'OMS, je vais vous la lire un peu, elle se définit donc comme un ensemble de mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et ou handicaps. Je pense qu'à partir de là, du moment où on a lu la définition de la prévention, on se dit, mais en effet, comment les violences sexuelles peuvent rentrer dans cette définition? Comment on peut se l'approprier? Alors, on peut tenter, évidemment, et on le fait. Donc, sauf que l'OMS distingue 3 niveaux de prévention. Le premier niveau, comme vous le savez, donc le niveau de prévention primaire, donc, qui sont les mesures prises avant la survenue de la violence, donc en limitant le risque. Donc, évidemment qu'au départ, on ne vous le dit pas comme ça, donc c'est destiné à diminuer l'incidence d'une maladie. Encore, on utilise ce terme de maladie. Donc, on y est quand même depuis 1946, sur cette, en tout cas, définition, et qu'on utilise encore. Adapté donc évidemment aux violences sexuelles, on va considérer que ce sont toutes les mesures prises avant la survenue de la violence en réduisant l'occurrence du phénomène dangereux. Mais l'occurrence du phénomène dangereux, quel est-il? Est-ce qu'on l'a bien repéré? En tout cas, on va parler souvent, et ce qu'on a dit tout à l'heure, les médias vont montrer une image, en tout cas déformée de la réalité des violences sexuelles. Je pense qu'on en a parlé pas mal ce matin, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un rappel de tout ce qui va être dit tout au long de la journée. Dans le sens où, la plupart du temps, on va prendre ce cas rare, en effet, qui est le pédophile, kidnappeur, violeur, tueur. Et la prévention, et principalement la prévention primaire, et les programmes de prévention primaire, vont être dirigés
sur ça. Elles vont avoir comme cible, en tout cas, ces personnes-là. Et je pense que c'est là où je pense qu'on est un peu à côté. Et c'est là où c'est dommage. Alors même si on pense que ça évolue, quand on regarde les programmes qui sont faits, donc moi j'ai essayé de chercher en France et dans les pays francophones pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc en effet, il y a certains qui adoptent d'autres choses, qui essayent en tout cas, qui tentent. Il y a plein de bonnes volontés, sauf que je pense qu'on fait fausse route, à ce niveau-là en tout cas, dans les programmes de prévention primaire. Les programmes de prévention secondaire, donc la prévention secondaire, elle va correspondre à l'ensemble des mesures destinées à diminuer la prévalence d'une maladie et donc à réduire son évolution. Donc là aussi, si on l'adapte aux violences sexuelles, puisque c'est ce qu'on fait, c'est ce que font les professionnels, puisqu'ils n'existent pas. Donc on va être ça va représenter donc les mesures prises après la survenue de la violence, à titre de riposte immédiate à la violence. Donc elle va prendre en compte tout ce qui est dépistage précoce et le traitement des premières atteintes. Dans le dernier niveau, ce qu'on appelle le niveau tertiaire, ça va correspondre à l'ensemble des mesures destinées à réduire la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une population. Donc en outre ici, à éviter le risque de récidive. Pour moi, on n'est déjà quasiment plus dans une prévention, même si en effet, on n'est pas dans le champ médical, on n'est pas dans le champ pénal, donc dans quel champ sommes-nous si on veut prévenir les récidives, comme on dit, et on utilise en plus ce terme de prévention. Mais je pense qu'on fait beaucoup d'amalgames, ça crée beaucoup de confusion en tout cas. Donc, et c'est dommage. Il y a d'autres auteurs qui ont essayé de tenter de trouver d'autres définitions donc à la prévention et de l'adapter aux problématiques de violence sexuelle, telles que la prévention universelle, donc à travers les campagnes médias, à travers la prévention sélective, mais où cette fois-ci, on va sélectionner, diriger la prévention vers un groupe dit vulnérable. Et ce groupe dit vulnérable sont les femmes, les enfants. Donc très stigmatisant et culpabilisant. Et en plus, assez faux. Et on l'a entendu aussi ce matin. De nombreuses femmes auteurs, en tout cas, et de nombreux hommes victimes. Et on aurait tendance à les oublier. Et une prévention donc ciblée, ce qu'on appelle ciblée, la cible étant déjà repérée comme auteur de violences sexuelles, donc à risque de récidive. Là encore, la prévention, c'est devancer, c'est venir avant, pour moi en tout cas. Et là, on est déjà dans l'après, on est déjà dans le soin, on est dans le curatif. Il y a une évolution certaine, en tout cas, de la prévention, en tout cas du concept de prévention, principalement grâce à la signature de la Charte d'Ottawa. Donc l'OMS va cette fois-ci parler de promotion de la santé. Et c'est là où je pense qu'on devrait se saisir un peu plus de ce terme, et d'éducation à la santé. Elle va définir ainsi plusieurs objectifs. Donc une prévention dite globale. Elle va signifier l'engagement des pouvoirs publics par un investissement donc plus prononcé, pas uniquement dans les textes. On va, à un moment donné, les textes, oui, mais que ça colle en tout cas à une réalité certaine et que ce soit appliqué. Mettre à l'ordre du jour donc un problème de santé publique, donc c'est l'un des autres objectifs. Continuer à lever les tabous dans le bruit médiatique, mais pas dans le sens #balance ton porc, mais plutôt dans l'idée de faire émerger un véritable problème de société, véritable problème de santé en tout cas. Avec l'émergence du web 2.0, dont on parlait aussi tout à l'heure, on a tout intérêt, à mon sens, justement, à se saisir du web pour des campagnes de prévention donc plus massives. Des campagnes, oui, d'accord, encore une fois, mais accompagnées d'actions locales afin d'en renforcer le discours. Donc évidemment que là aussi, encore une fois, à condition que le discours soit cohérent et réaliste, il va s'agir ici de travailler sur les représentations sociales dont on a parlé aussi ce matin, qui sont encore très très fortes. Donc entre le pédophile, entre la banalisation de la sexualité, donc un discours adulte aussi qui doit être cohérent, en tout cas plus cohérent. Une création d'environnements favorables et sains, en tout cas, que ce soit pour les victimes ou pour les auteurs, une libération de la parole dans les deux sens, mais dans des lieux créés exprès pour eux. Donc évidemment que le premier lieu aussi de socialisation reste l'école. Donc on a tout intérêt, à mon sens en tout cas, de travailler en lien étroit avec l'éducation nationale, donc afin de toucher le plus de monde possible et principalement de façon plus précoce. Donc l'OMS va rajouter un objectif suite à ça, donc en 1993, elle va avancer dans sa réflexion et vouloir travailler sur les comportements donc, psychosociaux.
les compétences psychosociales. Excusez-moi. Donc principalement en développant une bonne estime de soi, on va pouvoir travailler sur la capacité à résister, par exemple, à la pression du groupe. Donc c'est renforcer les actions collectives, réorienter les services de santé, et grâce à ça, donc on va mettre en exergue en tout cas le concept d'éducation pour la santé, donc où chacun devrait être outillé. En tout cas, à mon sens, là aussi, c'est à un moment donné, c'est outillé pour pouvoir enfin donc répondre autrement que d'avoir recours à la violence. Merci, je suis désolée, je termine. J'ai plein de choses à partager, mais c'est court. On aura les questions. C'est court. Il y a des questions. Désolée. On est très. Alors c'est moi, oui. Madame Lemonnier, c'est votre tour. Madame Lemonnier, chargée d'expertise en promotion de la santé à Santé publique France. Déjà, il faut que je trouve comment ça marche. Il n'y en a qu'une. Ah, il n'y a pas de flèche sur le bouton, c'est pour ça. C'est celle-là. Ok, merci. Hop là. Alors donc, ah oui, je vois que sur ce que vous avez sous les yeux, on a réduit le nombre de questions qui m'étaient posées. En fait, elles étaient assez nombreuses et je pense que je vais avoir un peu de mal en 10 minutes à essayer de vous en rendre compte, mais je vais le tenter en tout cas et reprendre éventuellement certains éléments que vous venez d'entendre de la part de Cindy Prudhomme. Moi, je voudrais commencer par... Hop, je vais y arriver. Voilà. Moi, je travaille à Santé publique France et je voudrais d'abord poser le problème comme une question de santé publique, en fait. Vous dire que pour moi, les violences sexuelles, c'est une question de santé publique. Et c'est une question de santé publique, d'une part, parce qu'il y a un grand nombre de personnes qui sont concernées. Alice Debauche nous en a parlé ce matin. Mais aussi parce que les conséquences de ces violences sur la santé, tant physique que psychologique des victimes, elle est quantifiable et éventuellement sur celle des auteurs. Et puis par ailleurs, parce que c'est un problème qui peut être prévenu. Et donc, a priori, on peut y faire quelque chose. Donc cette approche de santé publique, depuis les années 90, elle est reconnue comme adaptée à la prévention de problèmes multidimensionnels tels que la violence en général, les violences sexuelles en particulier. Elle met l'accent sur la prévention primaire et elle propose une approche multidisciplinaire. Il s'agit prioritairement de mettre l'accent sur les comportements des agresseurs ou des agresseurs potentiels. Et cette approche, elle souligne la nécessité d'agir sur les facteurs sociaux, comportementaux et environnementaux qui en sont à l'origine. Et donc, il s'agit plus particulièrement de mettre l'accent sur la réduction des facteurs de risque, tout en renforçant les facteurs protecteurs afin de prévenir le passage à l'acte. Oui, alors décidément, je ne suis pas douée avec cette télécommande. Là, pourtant, j'ai appuyé sur le bon. Je pense qu'il n'y a pas mes diapos, peut-être. Je sais pas. Non, je pense que... Il y a un petit souci, je pense. C'est pas grave. Donc, il y avait des petits schémas que vous n'allez pas voir, mais que ceux qui ont pris connaissance du rapport qu'on m'a demandé ont pu avoir sous les yeux. En fait, je voulais vous parler du modèle socio-écologique, qui est un modèle utile pour comprendre et pour prévenir les violences sexuelles, puisque c'est un modèle qui met en lumière les facteurs de risque et leurs interactions aux différents niveaux. Donc, les niveaux du modèle écologique, c'est le niveau individuel, le niveau relationnel, le niveau communautaire et le niveau de la société. Alors, je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas le schéma. C'est pas grave. Mais en tout cas, c'est un modèle sur lequel notamment l'OMS s'est basé dans un document de synthèse qui a été réalisé justement sur les programmes de prévention de la violence entre partenaires intimes et de la violence sexuelle contre les femmes, un rapport de 2012. Et dans ce document, l'OMS avait choisi d'utiliser le modèle écologique, justement parce qu'il permet d'intégrer simultanément les facteurs de risque individuels, mis en évidence dans les modèles psychologiques par exemple, et les facteurs de risque sociétaux,
provenant, par exemple, de modèles axés sur le genre. Alors, il y avait un deuxième schéma que j'aurais aimé partager avec vous. C'est difficile de vous l'expliquer, mais ce schéma, en fait, il parle de déterminants de la santé et de milieu de vie. Et les déterminants de la santé représentent l'ensemble des facteurs individuels, collectifs, socio-économiques et environnementaux qui vont influencer l'ensemble des conditions de santé et de bien-être de la population. Et afin d'envisager l'impact de ces déterminants d'origines différentes et de leurs interactions sur la vie des individus, des modèles explicatifs ont été développés, et notamment un modèle que je voulais partager avec vous, qui est celui de Dahlgren et Whitehead, et qui s'organise autour de 3 niveaux de déterminants. Les déterminants individuels, comme par exemple l'hérédité, les valeurs, des déterminants... excusez-moi, mais je perds le fil, du coup, ça me trouble de ne pas avoir mon schéma. Les déterminants environnementaux, et les déterminants sociétaux. Au niveau des déterminants environnementaux, en fait, on va retrouver principalement les milieux de vie, le milieu familial, le milieu du travail, le quartier, le club sportif. Et donc, ces modèles, ils permettent à la fois de mettre en lumière des milieux dans lesquels peuvent survenir des problèmes de violence sexuelle, mais aussi des milieux qui constituent des lieux d'intervention privilégiés, donc pour des actions de prévention. Non, je pense que c'est pas grave. Je continue. Et je ne sais pas où on en est du temps, du coup. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que les violences sexuelles, c'était un problème de santé publique parce qu'ils pouvaient être prévenus, et notamment en agissant sur les facteurs de risque et sur les facteurs protecteurs. Alors, c'est pareil, puisque rien ne s'affiche, ça va être compliqué, mais... on l'a mis sur pause. D'accord, mais du coup... Alors, dans les facteurs de risque, et là, je vais vous parler des facteurs de risque par rapport aux violences sexuelles commises par des hommes. Les facteurs qu'on retrouve le plus fréquemment dans la littérature et du coup qu'on considère être des facteurs reconnus, il y en a relativement peu, et ce sont les suivants. Une exposition à la violence durant l'enfance, que ce soit de la violence physique, psychologique ou des abus sexuels, une personnalité antisociale, un usage nocif d'alcool et un usage illicite de drogue. Du côté des femmes auteurs de violences sexuelles, les facteurs sont beaucoup... Enfin, il y a beaucoup moins d'études qui les concernent. Deux facteurs de risque ont été identifiés. Un qui est commun avec les hommes, qui est celui d'avoir été victime de violences dans l'enfance, et en particulier de violences sexuelles. Le second, de souffrir de troubles mentaux. Et il y a un faible consensus sur ces facteurs. Ah ben voilà, puisqu'ils ont été peu utilisés. En plus, vous avez des jolies couleurs, mais bon. Du coup, je suis déjà passée à la suite. Parmi les facteurs protecteurs, et qui sont moins étudiés, et souvent auprès de groupes spécifiques, il y a être doué d'empathie, on en a parlé tout à l'heure, de l'empathie, avoir des parents qui utilisent le raisonnement pour résoudre les conflits familiaux. Et il y a des facteurs qui sont spécifiques aux garçons, et là on parle d'une tranche d'âge. Je vous ai dit qu'ils étaient souvent étudiés sur des groupes particuliers, soit une classe d'âge, soit... Et donc par exemple pour les garçons du secondaire, avoir une bonne santé émotionnelle et des liens développés avec les amis et les adultes de la communauté est reconnu comme un facteur protecteur de devenir auteur de violence. Et pour les filles élèves du secondaire, la réussite scolaire est considérée comme un facteur protecteur qu'elles deviennent donc auteurs de ces violences. Ce qu'on peut constater, en tout cas, c'est que la recherche porte majoritairement sur les facteurs de risque plutôt que sur les facteurs protecteurs, sur les facteurs, et qu'on peut déplorer, sur les facteurs individuels et relationnels plutôt que sur les facteurs liés aux conditions de vie ou les facteurs sociétaux. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains de ces facteurs sont modifiables et a priori, c'est ceux sur lesquels il faut concentrer les efforts de prévention. Alors, du coup, c'est pas moi qui fais avancer le... Non, on va vous dire. Tu peux me le mettre... Bah voilà, je pense que c'est bon. Oui, c'est ça. Merci de ton aide. Donc,
On m'avait demandé quelles étaient les stratégies, les programmes, les interventions efficaces. Il y a des caractéristiques des programmes de prévention efficaces qui sont connues, mais les caractéristiques des programmes de prévention en général, hein, pas spécifiques aux violences sexuelles, mais on peut les y appliquer. Donc ces caractéristiques, il faut que les programmes soient complets, au moment approprié, mobilisant des méthodes pédagogiques variées, à dose intensité suffisante, socioculturellement pertinents, avec du personnel formé et ancré théoriquement. Juste pour le ramener à la question des violences sexuelles, si je prends le premier élément, complet, la majorité des interventions et des programmes de prévention des violences sexuelles qui ont été évalués n'ont qu'une composante, ne sont appliqués ou implantés que dans un milieu, par exemple l'école, et utilisent un nombre réduit de stratégies et visent souvent les attitudes et les connaissances individuelles. Or, la plupart du temps, le niveau d'efficacité de ces programmes est extrêmement faible, pour ne pas dire proche du zéro absolu. Quelle autre illustration je peux vous donner ? Je pense qu'au moment approprié, c'est un élément important. Puisqu'au moment approprié, ça veut dire que ces programmes ils doivent intervenir suffisamment tôt pour avoir un impact sur le développement du comportement problématique. Et il faut qu'ils soient aussi appropriés au stade de développement des destinataires. Hein, on ne s'adresse pas de la même façon à des enfants qu'à des collégiens. Voilà. Donc tous ces éléments-là, toutes ces composantes-là, il faut y être extrêmement attentif dans un programme de prévention. Qu'on s'intéresse à prévenir, je ne sais pas moi, des comportements de violence sexuelle ou d'autres comportements de prise de risque. En tout cas, ils sont valables pour tous les programmes de prévention. Après, je ferai l'impasse sur les publics ciblés, puisque Cindy en a parlé, par rapport à la prévention universelle et les autres, la prévention ciblée, la prévention sélective. Hein, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de temps. Voilà. Et donc, merci pour le passage à la suivante. En 2014, il y a eu une revue systématique des stratégies de prévention de la perpétration de violences sexuelles qui a permis d'identifier 3 programmes efficaces, 3, pas un de plus, qui, malgré la masse de programmes considérés, seules 3 stratégies pouvaient être considérées comme efficaces par ces auteurs, lesquelles prenaient la précaution de dire que malgré l'efficacité reconnue, entre guillemets, de ces programmes, on ne pouvait pas considérer que ces approches étaient suffisantes si elles ne s'intégraient pas dans une stratégie complète et à tous les niveaux, parce que ces programmes-là s'intéressent à un public particulier. Ces 3 programmes, vous ne les trouverez pas là, mais vous les trouverez dans le rapport. C'est le programme Safe Date, ce sont des programmes nord-américains, le programme Shifting Boundaries, mais uniquement sur une de ces composantes, qui est la composante de l'intervention au niveau d'établissement scolaire, avec des actions sur la surveillance et la sécurité dans l'établissement, et un programme beaucoup plus complet qui s'appelle US Violence Against Women Act, et qui était un programme, là, pour le coup, qui intervenait vraiment à plusieurs niveaux, à la fois au niveau de la société en visant à augmenter les poursuites et les peines pour tous les actes de violence sexuelle, à financer la recherche, à financer des programmes d'éducation et de sensibilisation, et à financer également des services aux victimes. Donc ça, c'était mis en œuvre sur des communautés, et ce programme a été considéré comme efficace. La majorité des stratégies qui se révèlent peu ou pas efficaces, je crois que je vous en ai parlé tout à l'heure, sont des interventions psychoéducatives brèves, d'une session destinée le plus souvent aux étudiants, hein, qu'on va informer voilà, sur la question. Un document qui est très intéressant et qui est le plus récent à ma connaissance, c'est le document technique Stop SV du CDC, qui, lui, a recensé justement les différentes approches et stratégies avec leur niveau de preuve à chaque fois.
Donc je ne peux pas vous en faire un résumé complet, vraiment pas. Mais je vous en recommande la lecture. Mais comment dire, l'écueil, c'est que ce programme, il est, ou en tout cas tous les programmes étudiés, sont des programmes qui ont été mis en œuvre dans des pays à revenus élevés, au premier rang desquels les États-Unis, dans un contexte culturel particulier. Et même si on peut en tirer des enseignements pour nous, il y a forcément des adaptations, notamment culturelles, à faire. Donc les stratégies et approches, promouvoir les normes sociales de protection contre la violence, enseigner les compétences de prévention de la violence sexuelle, notamment l'apprentissage socio-émotionnel, etc. Offrir des opportunités pour autonomiser et soutenir les filles et les femmes, créer des environnements protecteurs, et les familles, pardon, créer des environnements protecteurs et aider les victimes et les survivants pour limiter les dommages. Et voilà, je dois en terminer. Donc, je suis désolée parce que les recommandations, je ne peux pas vous les afficher. Voilà, merci. Bon, on a accordé un tout petit peu plus de temps à cause des problèmes techniques. Nous allons donc maintenant passer aux questions de la commission d'audition. Non, c'est après. Ah non, il y avait... Ah non, je dis une bêtise. Ouais. Et 2 autres intervenants. Non, il y a échange avec le public maintenant, dans le programme. Voilà, c'est pas moi qui dis des bêtises. C'est d'autres. Bon, peut-être que je vais dire Monsieur des Delarue. bêtises alors. Donc vous avez employé, enfin c'est une question qui s'adresse à toutes les deux, vous avez employé une phrase qui paraît aller de soi, qui consiste à dire les violences sexuelles constituent un problème qui peut être prévenu. Je crois que dans ce peut-être, il y a un divorce profond entre sans doute nous tous qui sommes ici et beaucoup de gens qui pensent que la violence sexuelle, c'est derrière la sanction pénale et puis qu'on n'en entend plus parler. Et je voudrais insister sur, peut-être que je prête à tort à l'opinion ce qu'elle ne pense pas, mais la profondeur de ce sentiment. Et le scepticisme inverse qui peut porter sur la prévention. À quoi ça sert de prévenir des gens qui sont de toute façon monstres, pervers, tout ce que vous voudrez. Non, mais je ne dis pas que ce discours est forcément ma pensée, je dis simplement qu'il y a ce... Et je pense qu'avant d'en venir à la prévention, il faut convaincre que la prévention est utile. Donc ça, c'est ma première question. Comment est-ce qu'on peut convaincre ? Et la deuxième question, c'est, en matière de prévention, on n'a pas beaucoup de fin, je veux dire de fin, FIN, quant aux limites de la prévention, parce qu'on peut se dire, ça peut s'appliquer aux enfants, ça peut s'appliquer à de multiples milieux, en de multiples occasions, etc. Comment vous délimiteriez, vous, le champ de la prévention en matière de violence sexuelle? Est-ce que pour vous, vous l'avez indiqué un petit peu, le champ privilégié, c'est l'école? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres où la prévention, à contrario, vous paraît un peu vaine? Alors, j'aimerais répondre parce qu'en effet, votre première question m'a touchée, puisque ce que j'ai dit, c'est mes premières passions, donc cette prévention. Est-ce que les violences sexuelles peuvent être prévenues? Alors, qui peut être prévenue? Alors, c'est pas peut-être dans le terme peut-être, c'est elles peuvent l'être. Et ça, j'en suis convaincue, moi. Alors, en effet, après, il faut convaincre, en effet, outre mesure. Ce qui peut convaincre, déjà c'est dans l'idée de prévenir le pervers, le monstre, etc. Mais pour moi, c'est pas ça. C'est ce que j'ai dit. La prévention, c'est avant. Il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de pervers. Il n'y a pas de... Alors, dans un monde idéal, peut-être. Pourquoi pas? Mais j'ai envie d'y croire. C'est de me dire que quelque part, on a ces enfants qui naissent, qui sont ni pervers, ni monstrueux, ni quoi que ce soit. Les familles, les outils comme elles peuvent. On est tous plus ou moins défaillants. Et puis la société, le reste, les personnes qu'ils vont rencontrer au fur et à mesure, vont les outiller, vont leur amener, en tout cas, suffisamment d'outils pour ne pas avoir recours à cette violence
sexuelle. Donc quelque part, il ne devrait pas y avoir quelque part de problématique au départ. La prévention, elle n'arrive pas que quand il est trop tard. Elle n'arrive pas que quand il y a un problème. Au départ, il n'y a pas de problème. Tout le monde va bien. Donc c'est pour ça que l'idée de la prévention, en tout cas dans mon idée, c'est vraiment surtout d'amener vers quelque chose de positif et d'amener en tout cas des compétences suffisamment et des connaissances en tout cas pour qu'il n'y ait pas ce recours, qu'il n'y ait pas ce besoin de recours. Et ensuite, comment on peut convaincre sinon ? Et c'est ce que j'allais dire après, que j'ai pas eu le temps, j'ai été coupée, c'est par l'évaluation. Si on n'évalue pas nos programmes, comme ils le font, elle l'a dit, ma collègue, donc aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils évaluent leur programme de prévention. Si on n'évalue pas, nous, notre programme de prévention, on ne pourra jamais justifier, en effet, que ça fonctionne. Sauf qu'il faut du temps, il faut de l'argent. Et c'est ça qui manque, et c'est ça le problème. Donc un projet de prévention, il ne peut pas, et en aucun cas, avoir ou vous donner une réponse immédiate en disant ça marche pas. Il va falloir attendre des années. Oui, il faut être patient. Donc ça, c'est la première. Juste peut-être pour rebondir là-dessus, effectivement, il est évidemment indispensable d'évaluer, mais on sait bien qu'en prévention, les effets de nos actions et programmes, c'est pas demain, c'est plutôt après-demain, et ça rend les choses un petit peu compliquées. Juste par rapport à ce que vous avez dit sur le milieu scolaire, moi, personnellement, je pense que c'est avant l'école qu'il faut intervenir et que si les moyens sont contraints, le plus intéressant, c'est peut-être de mettre le paquet plus tôt et du coup de mettre peut-être le paquet auprès des familles. Voilà. On sait qu'avoir subi des sévices durant l'enfance, c'est un facteur de risque. Enfin, ça, je pense que pour le coup, c'est assez bien documenté. Un facteur de risque d'être soit auteur, soit victime d'ailleurs par la suite. Et or, je pense que le plus intéressant, c'est sans doute de mettre le paquet sur des programmes de visite à domicile, d'éducation des parents, enfin d'éducation à la parentalité. Au niveau de la parentalité. Ces programmes, on sait aussi et on les met souvent en place pour prévenir la maltraitance des enfants au sens large. La chose qu'on ne fait pas, c'est qu'on n'a jusqu'à maintenant, à ma connaissance, pas évalué l'effet que ça peut avoir sur la survenue ou pas de violences sexuelles auprès des enfants devenus adultes dont les parents ont bénéficié de ce type d'accompagnement. Ça, on ne l'a pas documenté encore. Donc, il faudrait effectivement le documenter. Et si on s'aperçoit qu'effectivement, ça a un certain nombre d'effets à long terme, parce que là, on parle vraiment d'à long terme, on parle d'un effet sur un adulte dont les parents, quand il était enfant, ont bénéficié de... donc c'est effectivement la complexité de convaincre de l'utilité de la prévention, parce que ça demande des études sur le long terme pour pouvoir prouver qu'effectivement les effets sont là. Mais d'abord renforcer cette parentalité, en tout cas cette aide à la parentalité. Parce que vous dites l'évaluer, d'accord, mais il faudrait qu'elle soit renforcée, qu'elle soit faite réellement. C'est pas suffisant, il n'y a pas de programme suffisant, en tout cas, d'aide à la parentalité, d'accompagnement à la parentalité. Alors, pas suffisamment. Il n'y a jamais suffisamment, mais il y en a quand même, et ça se développe de plus en plus. Voilà. On va peut-être donner la parole à un autre. Et après, juste moi, j'enlèverais le « ou ». Il n'y a pas « ou les champs scolaires » ou la parentalité. Peut-être que les deux sont... dans le meilleur des cas, après, sur le lieu de travail, dans les clubs sportifs, partout, je pense qu'il y a des choses à faire. Simplement, les moyens sont très contraints, c'est tout. Bon, il faut laisser la parole parce qu'il y a plein de demandes de questions. Donc, d'abord la commission d'audition. Je ne suis pas sûre qu'on pourra donner la parole beaucoup dans la salle. Oui, une question qui s'adresse aux deux intervenantes. Il a été question d'une éducation à la santé. Il existe des dispositifs régionaux et départementaux, les IREPS et les CODES. Est-ce que vous avez une idée de leur implication dans le domaine de la prévention dont nous parlons ? Alors, dans la réponse brève, s'il vous plaît. Dans la prévention, oui, mais dans la prévention des violences sexuelles, non. Ils ne sont pas formés à la prévention des violences sexuelles, donc ne connaissent pas le sujet des violences sexuelles, donc ils n'interviennent pas, ils ont du mal en tout cas à intervenir, en tout cas dans notre région. Voilà, après je crois qu'il y a quelqu'un d'un IREPS ici, donc qui va pouvoir montrer que c'est possible.
Juste ce dispositif, moi je voudrais juste rappeler que c'est un réseau associatif, un réseau qui n'est pas soutenu de la même façon dans toutes les régions. Et du coup, les actions qu'il peut mettre en œuvre, ce réseau, elles sont à la hauteur des moyens qui lui sont accordés. Voilà, les changements dans la politique en France de santé publique, de promotion de la santé, font qu'un temps... du temps du CFES, enfin moi je suis vieille, hein, donc j'ai commencé ma carrière au CFES, donc voilà, c'était le réseau du CFES, c'est-à-dire qu'il y avait un organe national avec un réseau départemental et régional qui avait au moins une part de financement assurée. Aujourd'hui, enfin avec la création de l'INPES puis maintenant de Santé publique France, ça n'est plus le cas. Et du coup, c'est un réseau sur lequel il faut absolument s'appuyer, mais qui dispose, selon les régions, malheureusement, de moyens qui ne sont pas égaux partout. Donc, on peut parler quelque part d'inégalité territoriale, pour le coup. Oui, si on parle d'éducation à la santé, et donc qui inclut l'éducation à la santé sexuelle, et si on a le souci d'essayer d'être, comment dire, opérationnel, puisqu'on ne peut pas tout faire dans un pays, il faut faire des choix, est-ce que vous seriez plutôt sur une formation des professeurs et des personnels des écoles, ou plutôt sur une augmentation des intervenants dans cette thématique auprès des enfants? Qu'est-ce qui vous semble le plus approprié? Pour moi, le personnel qui est au quotidien avec les enfants, quels qu'ils soient. Pas uniquement les professionnels de l'éducation, mais tous. Ceux qui sont en tout cas en charge d'enfants. Et pas dans l'éducation à la sexualité. C'est pas suffisant, c'est pas de l'éducation à la sexualité. C'est une des thématiques en tout cas importantes, mais c'est pas suffisant. Les compétences psychosociales, par exemple, sont extrêmement importantes, en plus de l'éducation à la sexualité. Enfin, effectivement, moi je crois que tous les personnels, pas seulement, on n'a pas parlé des professionnels de santé, les généralistes, les pédiatres, etc. Mais je suis d'accord avec Cindy pour dire que, il faut peut-être pas axer sur des thématiques très très pointues, très particulières, mais plutôt apprendre effectivement ou rendre ces professionnels capables de faire en sorte que les relations interpersonnelles soient les meilleures possibles, en développant notamment une éducation aux émotions, développer les compétences psychosociales, tout ce qui peut faire en sorte que les enfants, là, si on parle des enfants, vont avoir des relations interpersonnelles plus saines, plus faciles, plus épanouissantes, plus et un bien-être au final qui se répercutera savoir sur toutes reconnaître les les émotions de l'autre. Une intervenante précédente en a parlé tout à l'heure, c'est extrêmement important pour être dans une relation juste avec l'autre. Encore une question, pardon, de la commission. Oui, en matière de prévention, est-ce que vous pensez qu'il y a des actions médiatiques qui, au-delà des traditionnelles campagnes qui sont essentiellement dirigées vers les femmes et les enfants et qui mettent l'accent sur la prévention des risques, est-ce qu'on pourrait envisager une ou des campagnes médiatiques d'envergure sur les auteurs et la prévention dans ce domaine? Est-ce que ce serait utile? Est-ce que la société vous paraît mûre? Alors évidemment, après, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend ce qu'on dit, comment on y réfléchit en amont, etc. Mais quel est votre sentiment par rapport à ça? Moi, je pense qu'en effet, c'est comme ce matin, on disait, on ne doit pas être dans l'urgence. Donc ça se réfléchit et c'est vrai que ça se pose. Et je me suis posé la question. Hein. En effet, je pense qu'il y aurait tout un intérêt. Mais est-ce que la société est mûre? Je ne sais pas. Peut-être pas encore. C'est récent, mine de rien, qu'on s'intéresse en tout cas à la problématique des violences sexuelles et à la prévention principalement. Voilà, et je pense qu'il y a tout un tas de représentations. On est quand même dans un paradoxe. Les adultes, on est dans une société paradoxale quant à la sexualité et quant aux violences sexuelles. On dit ne pas tolérer donc la pédophilie, etc. Et pourtant, on tolère le porno chic, donc qui quand même est très dirigé vers la pédophilie à un moment donné. On n'est pas du tout cohérent, on n'a pas des messages cohérents. Donc déjà, si ça commençait par là, peut-être que ça marcherait.
Mais après, voilà, j'en sais pas plus. Madame là-bas au fond. Oui, Violaine Guérin. Pour moi, l'association SVS a mis en place déjà depuis 2 ans le levier majeur de prévention. C'est quoi? C'est en périnatalité. On a 750 000 naissances par an en France. Tous les couples passent par les sages-femmes. Donc sachez que pour le moment, toutes les sages-femmes d'Alsace, par exemple, à la fois en sage-femme libérale et le CMCO de Strasbourg, le CH de Célestat, etc., nous travaillons, les sages-femmes sont formées sur le sujet des violences sexuelles, sur le sujet du programme de prévention en périnatalité qu'on a mis en place et en sexologie. Le programme de prévention en périnatalité, c'est quoi? C'est former au dépistage des parents, hommes et femmes, sur les antécédents de violences sexuelles, les mettre en soins pendant la grossesse, parce que la recrudescence des violences conjugales, souvent, correspondent à des levées d'amnésie chez les hommes, parce que la grossesse est un moment favorisant les levées d'amnésie. Mettre les femmes en soins, parce que je rappelle que 80% des grossesses sont compliquées chez les femmes victimes quand elles n'ont pas été mises en soins. Et puis, prévention de la violence éducative, avec 2 leviers importants, qui sont de revoir les cadres de référence de la violence, de l'intimité et de la sexualité, et également faire le dépistage des auteurs et des mères auteurs en particulier. Vous avez une question? Voilà. Non, mais je crois qu'on fait aussi du partage d'expérience. Oui. Donc, alors voilà. c'est important que vous le disiez, et c'est bien, mais en plus vous soulignez exactement ce qu'on disait tout à l'heure avec ma collègue, avec Fabienne, où on disait que c'était pas du tout homogène sur le territoire, et vous dites l'Alsace, exactement, non, mais c'est pas du tout. C'est en train de se déployer sur toute la France. Simplement, l'Alsace est très avancée aujourd'hui. Mais tant mieux si ça arrive. Voilà. Bien. Et il faut vacciner régulièrement sur ces sujets, donc effectivement à l'école et autres. Et les statistiques qui ont été données tout à l'heure de un quart d'établissements. Mais ça doit dépasser aussi le système associatif. Merci. Ah ben, bien sûr, mais pouvoirs publics qui doivent s'en charger. Il faut tous qu'on se mette en synergie. C'est ça le problème. Il y a un peu trop de cloisonnement. On va passer à la question suivante, Madame là, et ensuite Madame là-bas au fond. Et ce sera la dernière. Florence Thibault, psychiatre, juste attirer votre attention sur le fait qu'il y a une commission nationale santé sexuelle qui s'est réunie récemment, qui a fait des préconisations. Un certain nombre de personnes dans cette salle dont j'ai fait partie y étaient. Je représentais la psychiatrie. J'ai eu un mal fou à faire émerger l'idée qu'il y avait aussi des violences sexuelles dans la santé sexuelle. Et je crois que ce serait intéressant que l'audition publique fasse remonter ces préconisations au président de la Commission nationale santé sexuelle pour le pousser encore un peu plus à faire des préconisations sur la prévention de la violence sexuelle. Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que Marlène Schiappa va faire voter au Parlement la loi sur les violences sexuelles à partir du 2 juillet. Et je crois que c'est important que vous entriez aussi en contact avec Marlène Schiappa dans le cadre de vote de cette loi pour faire remonter peut-être certaines préconisations de la Commission. C'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. Merci. Madame? Oui. Bonjour, Camille Glajabinet, je suis psychiatre au CRIAF Auvergne. Je voudrais partager un petit peu d'expérience aussi de ce qui se passe en Auvergne, même si ce n'est pas forcément représentatif de toute la France. On travaille sur la question de la prévention au niveau du CRIAF depuis quelques années, et on a dans ce sens développé un outil de médiation qui joue sur 3 axes dont on a parlé, vous avez parlé tour à tour, c'est-à-dire qu'on essaie de favoriser, de développer les compétences psychosociales, de travailler toute la promotion de la santé sexuelle et de travailler sur les représentations sociales, tout ça au sein d'un même outil qui va être utilisé en groupe, qu'on peut utiliser en prévention. Et ce que je voudrais partager, c'est que cet outil, on l'a utilisé auprès des jeunes adultes, auprès des collégiens, et que ce soit les populations concernées, elles sont demandeuses qu'on intervienne. Elles sentent que c'est des problématiques qui les concernent, elles aiment qu'on leur offre des espaces comme ça, de dialogue, de pensée, de se mettre en mouvement dans l'esprit, développer leur esprit critique et leurs compétences. Et puis, tous les professionnels à qui on fait des formations sont très demandeurs aussi, que ce soit des soignants, des professionnels de l'éducatif, du médico-social. Donc on sent qu'il y a une problématique, et on l'a dit là plusieurs fois, qu'il faut intégrer à différents niveaux, qu'il faut être dans une prévention et dans une vision positive, de promotion de la santé sexuelle avec une vision positive, en développant aussi les compétences psychosociales et en travaillant sur les représentations. On sent que ça intéresse tout le monde. Je tiens à dire qu'on travaille beaucoup avec l'IREPS, justement, et avec Frédéric Galtier, qui est un maillage qui s'organise. Vu les demandes, vu la nécessité qu'il y a, c'est important que beaucoup de professionnels se mobilisent, qu'on travaille tous main dans la main de façon collaborative. Et par contre, j'avais une question, mais du coup, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Nous, ce qu'on arrive moins à toucher, et ce qui me paraît, moi, fondamental, c'est les parents, la parentalité.
quand on fait des ateliers de parentalité dans la population générale, les parents qui viennent ne sont pas forcément les plus à risque ou les plus en danger. Voilà, je voulais préciser aussi, quand on parle de prévention de violences sexuelles, hein, ce n'est pas seulement aux potentiels auteurs qu'on s'adresse, mais c'est aussi aux potentielles victimes. Voilà, je voulais juste le repréciser. Et ma question sur les parents, voilà, vous disiez qu'il y avait des problèmes de parentalité. Nous, c'est difficile pour nous, en tout cas, d'intervenir de façon plus globale au niveau des parents, au sein des CRIAF. Et je voulais savoir si certains le faisaient, s'il y avait des choses qui étaient en France vraiment implantées, et comment on pourrait intervenir auprès des parents. Alors nous, on a aussi beaucoup de mal à intervenir auprès des parents. Donc j'avoue que là, c'est une question qui reste sans réponse, en tout cas pour moi encore à l'heure actuelle. Je ne sais pas comment les toucher. Par contre, donc, nous aussi, on a développé donc, un outil, en tout cas de prévention depuis déjà 8 ans, qui s'appelle la BOT, la boîte à outils de prévention des violences sexuelles, donc qui regroupe justement tout un ensemble de compétences transversales vis-à-vis de ça. Donc c'est vrai qu'il y a une très très forte demande, donc surtout vis-à-vis de l'éducation nationale, des infirmières, des médecins, des psychologues, etc. Donc il y a vraiment vraiment une forte demande, ça on est d'accord. Hein. Par contre, au niveau des parents, même s'il y a une demande, parce que moi j'ai pu expérimenter ça. Donc il y a eu une réelle demande et au final, les parents ne se sont pas déplacés. Quand on a voulu y répondre, ils ne se sont même pas déplacés. Après, il y a des programmes qui sont expérimentés en ce moment, hein, d'aide à la parentalité. Ça peut passer notamment par le canal des PMI. Mais voilà, c'est en tout cas un des axes forts à la fois de la stratégie nationale de santé et d'un des programmes de Santé publique France. Merci. Dernière question. Oui, donc Perrine Millet, gynécologue obstétricienne, je rebondis sur tout ce qui a été dit et je voudrais vraiment vous remercier, mesdames, pour votre intervention. Et je pose la question clairement. Est-ce que la prévention secondaire dont vous avez parlé, qui consiste à un dépistage précoce, dont on sait que les femmes qui ont été victimes présentent des troubles de l'attachement, c'est pas moi qui le dis, c'est mes confrères psychiatres qui ont travaillé en périnatalité. Est-ce que le fait de former systématiquement les professionnels de la périnatalité, les sages-femmes c'est bien, mais les gynécos et les médecins généralistes c'est encore mieux, je dirais, n'est pas un des axes prioritaires, puisque vous définissiez quelle serait la prévention prioritaire sur laquelle on devrait mettre l'accent? Est-ce que ce n'est pas un axe prioritaire, puisqu'on prévient les troubles de l'attachement? IFSI, IRTS, IUFM, je pense que vraiment ça doit commencer par là. Merci. Désolée, il faut qu'on passe aux experts suivants. Mais gardez votre question, vous pourrez la poser après.